Chers collègues, bonjour à tous. Nous sommes toujours dans le cadre des auditions exploratoires de la mission d'information que nous avons créée, qui est commune à 6 commissions de l'Assemblée nationale et qui a pour objectif d'étudier la réglementation et l'impact des différents usages du cannabis, avec différentes thématiques dont vous savez que celle du cannabis thérapeutique nous a déjà occupé la semaine dernière et qu'elle va se préciser dans les semaines qui viennent. Nous avons cet après-midi une série de 3 auditions. Nous commençons par accueillir M. Bernard Roch, qui est pharmacologue et membre de l'Académie des sciences, qui va nous donner son regard sur cette question et cette problématique des différents usages du chanvre, de la différence qu'il en fait ou non et de la situation de son point de vue de la place des drogues dans notre société. Donc de manière assez classique, je vais vous proposer de nous faire un petit propos liminaire et puis ensuite avec les collègues présents, avec le rapporteur général qui est à mes côtés, peut-être procéder plus à un échange de vues sur ces questions. Voilà, Jean-Baptiste, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Non, je pense qu'il est important de nous faire bénéficier un peu de votre expertise sur tous ces sujets-là et sur le sujet plus spécifiquement des drogues au rang desquelles le cannabis figure et des substances psychoactives, parce qu'on voit que vous avez un grand parcours sur ces thématiques-là et je pense qu'il est important notamment de comprendre pour nous et pour l'ensemble des collègues ici présents ces mécanismes d'addiction et la spécificité ou non que peut avoir le cannabis au niveau de ces mécanismes d'addiction et de dépendance et de toxicologie. Je vous remercie. Oui, c'est comme à l'académie, ça marche pareil. Je suis peut-être pas le meilleur expert dans le domaine du cannabis, je suis plus dans le domaine des opioïdes, mais je pourrais vous donner des adresses. J'en ai parlé avec la personne qui est venue m'accueillir. Je connais 2 confrères de l'académie qui sont éminemment spécialistes de ces domaines. Je vous donnerai leurs mails et la manière de les approcher. Alors donc, je me suis occupé beaucoup de drogue à cause des opioïdes, puisque finalement on a développé des inhibiteurs de la dégradation des encéphalines qui sont en clinique humaine maintenant. Et donc, évidemment, ça m'intéressait de savoir ce que pouvait donner le cannabis, y compris vis-à-vis des opioïdes. Enfin, ça me paraît être une de vos questions, j'en parlerai tout à l'heure. Mais je voudrais rappeler d'abord quelque chose de très important, c'est que les drogues ne sont que le reflet de contrôles qui se font à l'intérieur de notre organisme. Notre vie est un échange d'informations qui vont de la périphérie au cerveau. C'est le cerveau qui gère l'essentiel et qui renvoie la chose qu'il faut faire. Et donc ces messages sont des messages qui passent soit par des hormones, soit par des transmetteurs classiques qui sont généralement de nature peptidique. Et quand ils sont dans le cerveau, et pas seulement dans le cerveau, du reste on les appelle des neuropeptides. Il faut voir que nos concitoyens portent un regard extrêmement critique, voire agressif vis-à-vis des gens qui se droguent. Ce qu'on peut comprendre, puisque évidemment c'est souvent associé avec des problèmes de violence, des problèmes de recherche de composés, etc. Mais la vue de nos concitoyens est en train de changer parce qu'ils se sont rendus compte, grâce aux travaux qui sont faits en neurobiologie, qu'en fait les drogues, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne sont que le reflet de messageries qui sont permanentes dans notre cerveau. C'est le cas des cannabinoïdes, on va parler beaucoup des cannabinoïdes, c'est vrai des opioïdes aussi. La découverte du récepteur de la morphine
enfin le récepteur qui accueille la morphine, mais qui n'est pas faite pour accueillir la morphine, qui est faite pour accueillir des substances endogènes, dont les encéphalines dont je parlais tout à l'heure. C'est exactement la même chose pour le cannabis. Le cannabis n'est jamais qu'un expédient par rapport aux molécules naturelles que sont les cannabinoïdes, qui ont des structures du reste un peu compliquées, je ne rentrerai pas dans le détail, mais qui interagissent avec différents types de récepteurs dont on va parler, CB1, CB2, etc. Donc vous voyez, la vue de nos concitoyens change un peu parce qu'ils se rendent compte que finalement la drogue n'est jamais quelque chose qui potentialise une action naturelle, un contrôle naturel. Elle fait perdre le contrôle parce qu'elle suractive le système. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? L'histoire avec Bernard Kouchner, évidemment. Hein, bon. Alors, Bernard Kouchner est venu me voir un jour. Il était envoyé par Jean-Pierre Changeux, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et Jean-Pierre lui avait dit, va voir Bernard, il répondra à tes questions. La question de Bernard Kouchner, c'était, peut-on comparer la toxicité des drogues? Et donc, il faisait référence aux drogues licites et aux drogues illicites, bien entendu. Donc, je me suis attelé à cette interrogation. J'ai réuni beaucoup d'experts, à la fois français et étrangers, de très très haut niveau, y compris aux États-Unis. Par exemple, je peux vous citer Eric Simon, qui était venu travailler chez nous et qui est un des découvreurs des récepteurs opioïdes, mais également Mary-Jane Crick, que tout le monde connaît probablement pour ses travaux qu'elle a fait sur la méthadone. C'est elle qui a développé le concept d'utilisation de la méthadone et d'autres substances de reste. Et puis plein d'autres confrères. Et donc évidemment, ça a donné un rapport avec 450 références bibliographiques, ce que j'ai essayé de faire maintenant pour l'entrevue que j'ai avec vous, parce que moi, je ne peux pas travailler sans références bibliographiques, bien entendu. Sinon, je vous raconte ce que je sens, et ce n'est pas obligatoirement l'essentiel. Alors, donc, je me suis attelé avec différents confrères et également avec Patrick Ebrard, qui était un collègue médecin de Bernard. Et donc, je me suis affiché les problèmes suivants. La première chose, c'était de faire une étude de la toxicité générale du produit. Est-ce qu'elle est dose dépendante et quelle est sa dose toxique? Ça, c'était un phénomène extrêmement important. La deuxième question qu'on s'est posée, c'est quelles sont la toxicité générale? C'est-à-dire, il y a la toxicité dans le système nerveux central, puis il y a la toxicité générale. Par exemple, si vous prenez les opioïdes, la toxicité générale, c'est qu'ils donnent une constipation. La toxicité dans le système nerveux central, c'est que comme ils contrôlent un peu la respiration et le rythme cardiaque, ils peuvent provoquer des overdoses avec arrêt respiratoire et mort. Donc évidemment, c'est un facteur extrêmement important. Donc c'était un deuxième critère. Le troisième critère, c'était comment peut-on évaluer le rôle de ces substances sur l'environnement. Est-ce que par exemple, ils provoquent des rixes, c'est le cas de l'alcool par exemple, hein, des bagarres, etc. Des problèmes avec les femmes, hein, la violence vis-à-vis des femmes, souvent est associée avec la consommation d'alcool, comme vous le savez sans doute. Et donc ça, c'était un facteur très important. Et là, il y a de grandes différences entre les différentes substances. Ensuite, ensuite, c'était évidemment les problèmes d'addiction, les problèmes de dépendance et les problèmes d'addiction. Et là, évidemment, il y avait aussi quand même des différences. Je vais y revenir ensuite avec le cannabis. Et donc tout ça a conduit à une classification et
et un tableau qui a beaucoup irrité un certain nombre de gens, et en particulier le milieu de l'alcool, bien sûr, puisque ce que disait ce rapport, c'était finalement parmi les drogues, la plus importante et la plus dangereuse, c'est l'héroïne, bien entendu, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. À égalité, on trouvait la cocaïne, et presque à égalité, pas tout à fait, mais presque, l'alcool. Pourquoi l'alcool ? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, il entraîne des quantités. Le fait qu'il soit désinhibiteur fait qu'il entraîne une quantité d'effets secondaires qui sont évidemment pas voulus au départ, mais qui sont effectifs. Et donc, ensuite, il y avait je ne sais plus quoi, le tabac, je crois. Le tabac qui cause évidemment beaucoup de problèmes avec les cancers liés à sa consommation, mais aussi au fait qu'il a une puissance addictive extrêmement forte. Le tabac, c'est difficile, comme l'alcool du reste. Le tabac et l'alcool sont des toxiques qui sont extrêmement difficiles dont il est extrêmement difficile de se libérer. Et donc, je ne vais pas vous faire toutes les possibilités, toutes les choses qu'on a discutées, mais la fin, c'est que dans cette classification, nous avions placé le cannabis comme le moins toxique, si je puis dire, par rapport aux autres substances. Et en particulier, son pouvoir addictogène est quand même beaucoup inférieur à celui des autres substances. Et c'est du reste pour ça qu'il est probablement intéressant d'utiliser en pharmacologie maintenant. C'est de ça qu'on va parler, je suppose. Voilà, c'était à peu près... Alors, bien sûr, ça a fait un petit peu de débat, comme vous imaginez, en particulier avec les alcooliers, et ça n'a pas beaucoup changé. Mais on m'a interrogé récemment à l'Académie pour me demander si j'avais changé l'esprit du rapport. J'ai dit pas du tout. Et ces conclusions, pas du tout. Je continue à conserver les mêmes conclusions, en particulier vis-à-vis de l'alcool. Comme vous le savez, si vous avez lu le livre du docteur Benyamina, le binge drinking, c'est quelque chose d'absolument terrifiant pour les adolescents. Ils se shootent avec des quantités incroyables d'alcool et ils tombent littéralement, quelquefois, dans le coma éthylique. Enfin, c'est épouvantable. Et là, il y a une grosse responsabilité des politiques, comme l'a dit le docteur Benyamina. Merci, professeur. Voilà, quelques réflexions générales. Merci pour ce cadrage. On peut passer peut-être à une séquence de questions. C'est vrai qu'on avait eu la curiosité de regarder le tableau que vous mentionniez de votre rapport de 98, et c'est vrai que c'est assez frappant de voir que finalement vous classez dans la catégorie des cannabinoïdes un risque très faible sur à peu près tout, y compris sur la toxicité, qui est quand même une question, parce qu'aujourd'hui on parle aussi de la toxicité de la voie fumée du cannabis, qui est quand même assez indéniable et sur laquelle il faudrait peut-être revenir. Je ne sais pas si c'était les cannabinoïdes en tant que tels, mais ou aussi le mode de consommation que vous aviez analysé. Et puis peut-être que vous nous explicitiez votre position, parce que si je comprends bien, vous nous expliquez que le cannabis de votre point de vue comme drogue est moins dangereux que des substances licites. Alors, est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin, peut-être en nous livrant votre position sur... je rentre dans le vif du sujet, comme ça créera le débat. Votre position sur ce sujet-là, qui est sous-jacente avec une autre réflexion, une question que je voudrais vous poser, c'est qu'au moment notamment de votre rapport de 98, il y a une théorie qui était très en vogue et qui l'est encore aujourd'hui, c'est la théorie de l'escalade, c'est-à-dire de dire qu'on commence par des drogues, entre guillemets, d'abord légales, puis douces, moi je catégoriserais plutôt comme faciles à trouver, notamment le cannabis dans la société actuelle, et qui amènerait progressivement vers la consommation de drogues plus dures. Quel regard vous portez sur cette théorie par rapport à vos observations c'est que rien ne confirme cette théorie de l'escalade. Par exemple,
c'est l'inverse qui a lieu. C'est-à-dire que nous-mêmes, dans le laboratoire, on a fait des quantités de manip, en particulier Florence Noble, et elle a montré que, mais d'autres aux États-Unis en particulier, ont montré que l'utilisation du cannabis diminue les problèmes de dépendance aux opioïdes. Donc c'est l'inverse de l'escalade, quoi. C'est la réduction. Donc ça, non, les histoires d'escalade, c'était vraiment un truc un peu... C'est dans la tête des gens. Vous voyez, c'était là où on ne savait pas encore que finalement les drogues étaient quand même des substances qui activaient des mécanismes normaux dans le cerveau. Et pas seulement dans le cerveau, du reste, mais à la périphérie. Et donc, évidemment, immédiatement, on pensait il va y avoir une escalade, les jeunes, ils vont se mettre à consommer plus de... Ce qui, du reste, entre nous soit dit, n'est pas du tout prouvé, d'une part, et même pas prouvé pour maintenant le problème de la dépénalisation du cannabis aux États-Unis. Il y a plein d'États dans lesquels il y a effectivement une consommation de cannabis. Et si vous regardez, moi j'étais à un colloque qui est bisannuel, enfin qui a lieu tous les 2 ou 4 ans, je ne sais plus, qui s'appelle ATHC. Vous avez sans doute tapé ATHC. ATHS, pardon, pas ATHC, ATHS. Et il y avait une conférence remarquable d'une dame qui s'appelle Abranovic, je crois, et qui est à l'OFDT, hein, elle a fait un tabac, si je puis dire. Elle a fait une présentation remarquable. Et je pense qu'il faut s'appuyer sur ces déclarations qui montrent bien qu'il y a une évolution de la consommation. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant dans sa présentation, c'est qu'elle montre les différents états dans lesquels il y a une liberté totale, ceux dans lesquels il y a encore une répression, et donc on peut comparer ces différents états et ce qui se passe dans l'état du Nebraska et dans l'état de la Californie. Et ça, c'est des études qu'il faudrait demander à ce qu'ils soient faites. Je pense qu'elles vont être faites par les Américains, mais encore faut-il le demander. Ça, ça m'a paru extrêmement important de faire. Et de ce point de vue, il faut dire qu'il y a un certain nombre de pays qui sont très en avance. C'est le cas non seulement de l'Uruguay, bien sûr, mais même en Espagne, il y a des études qui sont faites et qui sont très remarquables. On y reviendra tout à l'heure, hein, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Mais je suis un peu enroué, là. Merci pour ces informations, ces premières informations. Dans votre tableau justement de 98, vous mettez cannabinoïdes. Donc je voulais savoir un peu quel type de cannabinoïdes vous considériez dans cette étude. Est-ce que c'est principalement quel type de molécule? Est-ce que c'est le THC? Est-ce que c'est CBD? Qu'est-ce qui est compris dans cette molécule? Dans ces cannabinoïdes que vous inscrivez dans votre tableau, et vous parliez d'études internationales. Je me demandais d'abord quelle était votre opinion par rapport à l'expérimentation du cannabis à visée thérapeutique, et si vous aviez pu voir un peu un certain nombre d'études à travers le monde, je pense à des études israéliennes ou des études américaines, sur l'usage de ce cannabis à visée thérapeutique. Quel était votre point de vue par rapport à ces études? Appuyez sur le bouton. Quand on a fait le rapport, on connaissait à peine la découverte des récepteurs aux cannabinoïdes et la structure des cannabinoïdes. Donc il n'était pas du tout question. On savait qu'il existait le THC et que c'était le THC qui était la substance toxique, si je puis dire. Mais pour le reste, on n'avait aucune notion de ce qu'on pouvait arriver à faire éventuellement avec le cannabis et les dérivés du cannabis. Or, finalement, qu'est-ce que c'est que la dérive, entre guillemets, des cannabinoïdes? C'est qu'effectivement, on peut utiliser le THC comme gabarit, si je puis dire, pour ensuite fabriquer des substances qui sont des cannabinoïdes de synthèse.
Et donc moi, mon point de vue, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est que, je l'ai dit même à l'Académie, c'est que les cannabinoïdes de synthèse ont un intérêt, c'est qu'effectivement on peut les contrôler. On peut faire des études cliniques randomisées et donc parfaitement légales et intéressantes à suivre et importantes, enfin je veux dire qui donnent des résultats reproductibles. C'est ce qui se passe actuellement aux États-Unis, puisque finalement toutes les boîtes pharmaceutiques ont essayé de faire des cannabinoïdes de synthèse, bien sûr. Avec du reste des gros inconvénients, c'est que les petits truands du coin, ils ont pris effectivement la même chose et ils ont fait eux-mêmes leur propre cannabinoïde de synthèse, leur propre THC de synthèse, qui vendent sur Internet. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est dingue, il y a 10 ou 15 qui portent des numéros du reste. Et donc ça, c'est un des problèmes majeurs. Et ils se rendent pas, et les jeunes qui en utilisent en prenant Internet comme mode de fourniture ne se rendent même pas compte que là, ils ont un problème majeur, c'est que ces molécules sont effectivement des substances chimiques, mais on ne sait pas quel est leur taux de THC ou d'analogue de THC, et en plus, ils sont souvent coupés avec des substances très toxiques, et il y a eu des morts avec ces substances aux États-Unis en particulier. Alors, pour une question plus directe, je crois que le vrai problème des cannabinoïdes de synthèse, c'est qu'effectivement, on ne peut pas nier qu'un certain nombre d'entre eux ont des effets absolument remarquables sur un certain nombre de maladies. Et donc ça pose le problème des médecins et de leur attitude vis-à-vis de ce problème. C'est-à-dire, doivent-ils donner des substances? Ne doivent-ils pas les donner? Comment faut-il qu'ils s'interrogent? Là, c'est un problème d'éthique qui, à mon avis, est extrêmement intéressant. Mais je pense que tant qu'on n'aura pas une vue très précise grâce à la commission qu'a mis en place Madame Buzyn, qui va être extrêmement importante, dans laquelle il y aura des addictologues, des physico-chimistes, des médecins, enfin tout ce qu'il faut mettre pour avoir un avis incontestable. C'est ce qu'elle est en train de faire. J'ai regardé sa commission, elle me paraît remarquable. Donc, attendons. Ça me paraît absolument essentiel. Mais, si vous voulez, je pense qu'à partir du moment où un médecin se doit de soigner un patient, si le patient vient et lui dit « je veux tel produit parce que je sais ou j'ai appris qu'il était bon pour moi », qu'est-ce que peut faire le médecin? Ça, c'est un véritable problème d'éthique et je crois qu'elle a bien conscience de ça, Madame Buzyn. Je connais un petit peu. Oui, une question complémentaire, parce que pour qu'on comprenne bien, on a l'impression qu'il y a tout un mythe qui entoure notamment les cannabinoïdes. Et comment vous comprenez que dans l'ensemble du monde médical, on n'a absolument aucun problème à délivrer des opiacés, mais par contre, on a beaucoup de problèmes à parler cannabinoïdes. J'arrive pas à expliquer scientifiquement pourquoi on a ce diptyque et cette opposition entre les deux, alors que les deux sont objectivement des drogues, que ce soit l'opium ou le cannabis, les deux sont des drogues et ont le même danger, même voire plus, parce que vu que je sais que vous avez beaucoup travaillé sur les opiacés, vous n'avez pas pu passer à côté du fait qu'aux États-Unis, il y a des gros soucis aujourd'hui sur l'utilisation des opiacés notamment. Ça marche, ok. Oui, absolument. La crise des opiacés, c'est une crise absolument terrifiante, mais dans laquelle les médecins ont une grosse responsabilité parce qu'ils n'ont pas suffisamment, je viens d'écrire un texte là-dessus, mais je ne suis pas le seul, ils n'ont pas suffisamment regardé l'état affectif et mental des jeunes, en particulier avec les jeunes, avant de délivrer la substance. Alors, donner de l'oxycodone, c'est pas mal, mais le problème, c'est qu'il faut savoir
s'il n'y a pas de risque d'addiction. Or, l'oxycodone est addictif, bien sûr. Hein, c'est un morphinane, donc c'est addictif. Et donc là, il porte une grosse responsabilité. En plus, l'industrie pharmaceutique a fabriqué des tonnes, comme vous savez, de ces substances morphinanes, qui sont des analogues de la morphine, en fait. Et donc, évidemment, ils ont inondé le marché, inondé en particulier les médecins et les pharmaciens qui délivraient larga manu les substances. Et donc, c'est un énorme problème aux États-Unis, parce que là, il y a eu évidemment des overdoses et des morts. Je ne sais plus combien il y a, 2500 morts, je crois, quelque chose comme ça. C'est énorme. Mais de ce point de vue-là, c'est intéressant de savoir que les cannabinoïdes, le THC en particulier, le cannabidiol, je ne sais pas, je n'ai pas vu de papier décrivant ça, mais dans le THC, il semblerait que le THC réduise, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, réduise les problèmes de dépendance et d'addiction. On a fait un travail avec Florence Noble là-dessus et on a des résultats tout à fait remarquables. Mais c'est chez le rat, bien sûr, c'est pas chez l'homme. Merci, professeur. Alors, on a des demandes de prise de parole d'un ensemble de collègues, du rapporteur thématique Ludovic Mendes, du secrétaire de la mission Éric Pauget, de notre collègue Madame de Vaucouleurs, ainsi que de la rapporteure thématique Madame Fontaine de Mézel. Donc, je leur cède la parole. Monsieur Mendes. Merci, Monsieur le Président. Merci pour ces informations. Et je n'ai pas eu le temps de lire l'étude, mais le peu d'informations sur le tableau déjà nous pousse à avoir l'envie d'aller plus loin dans l'étude que vous avez fait en 98. Moi, il y a un sujet particulier qui m'intéresse, qu'on appelle le CBD, le cannabidiol. Est-ce que vous pouvez nous exposer les effets à court, moyen et long terme du cannabidiol sur l'organisme humain et le système nerveux? Est-ce que cette molécule est sans danger pour la santé humaine? Existe-t-il encore des lacunes dans les travaux scientifiques relatifs aux effets de ce principe actif? Que sait-on de la capacité du CBD à bloquer les effets addictifs d'autres drogues? Et que sait-on des effets du CBD sur le système dopaminergique? Voilà, c'est un tout, mais tout tourne autour du CBD. Question 1. Non, mais je crois que le cannabidiol, manifestement, semble être une molécule extrêmement intéressante. Il suffit de regarder les effets qu'elle a sur un certain nombre de maladies très graves, comme l'épilepsie et comme la sclérose en plaques. Donc, alors, ça me paraît clair, on ne peut pas refuser. Ça, il y a eu beaucoup d'études, et ça sont des études très sérieuses, des études chez l'homme, avec des contrôles vraiment faites dans les meilleures conditions. Donc là, il n'y a aucun problème. Alors, maintenant, pour le mécanisme d'action, est-ce que ça passe par le système dopaminergique? Oui, je crois, mais le problème, c'est que, effectivement, ça ne semble pas faire une hyper stimulation du système. C'est l'inverse du THC. Ça n'a pas d'effet hyper stimulant. Et donc, par conséquent, ça probablement, mais je n'en suis pas sûr, c'est probablement la raison pour laquelle il n'y a pas, mais je n'en suis pas sûr, d'effet addictif. Enfin, en tous les cas, l'effet addictif est sans doute moindre. Mais le cannabidiol n'a pas été très bien étudié de ce point de vue-là. Ça a été étudié, j'ai plein de publis là-dessus. Parce qu'évidemment, j'ai bossé pour cette entrevue. Et donc, j'ai plein de publis. Si ça vous intéresse, je peux vous donner des tas de références. C'est un peu compliqué, l'histoire du cannabidiol par rapport au THC. Mais je trouvais que c'était intéressant. Et donc, je ne peux pas complètement répondre à vos questions. Pour ce qui est de sa toxicité, ça me semble pas vraiment un problème majeur. Déjà, le cannabis, le THC, il n'est pas mortel, le THC. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que les cannabinoïdes, à l'inverse de l'héroïne, elles ne tuent pas les gens. Dans le bouquin de Kouchner et ses acolytes, là, qui s'appelle Toxique,
Lisez-le, c'est vraiment un truc super marrant. C'est comment tuer un homme, comment tuer un rat avec des boulettes de cannabis ou un nom comme ça, je ne sais plus très bien. Alors il dit, n'essayez pas en augmentant la dose, prenez plutôt un caillou et lui lancez-lui sur la tête. Bon, c'est un mot d'humour, mais c'est pas faux. Parce que la toxicité n'est pas telle que ça engendre des morts. On ne meurt pas du cannabis. On ne meurt pas du THC. Éric Pauget. Merci. Doublement merci. Merci pour le micro et merci pour cet éclairage. Moi, je voulais juste revenir sur cette notion d'addiction et de dépendance entre les cannabinoïdes et l'alcool, notamment. Ce qui ressort de ce rapport de 98 et ce classement, quelque part, qui place... moi, ça m'avait beaucoup interpellé, l'alcool juste avant ce qu'on appelle nous les drogues dures, héroïne, cocaïne, et le cannabis derrière. Quel est le fonctionnement de l'addiction et de la dépendance derrière? Et qu'est-ce qui permet de faire ce classement? Quels sont les mécanismes de développement de l'addiction? Je vous le raconterai tout à l'heure. Mais pour répondre directement à votre question, vous savez que quand on est dépendant de l'alcool, ça peut durer des années. Parce que non seulement vous y arrivez relativement vite, mais en plus, la rémanence est incroyablement longue. Et ça, c'est un problème majeur pour la... Vous savez bien qu'il y a des gens qui, toute leur vie, boiront, et parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter. Donc c'est la rémanence de l'effet qui est absolument redoutable. Et donc ça, de ce point de vue-là, c'est de loin le produit qui est le plus dangereux du point de vue de la rémanence de l'effet. L'alcool, vous savez bien que les alcooliques, ils ont beaucoup de mal à se sevrer. Ça, j'ai pas besoin de le... C'est connu du monde entier, quoi. Et alors, bon, maintenant, il y a un certain nombre de substances qui sont utilisées. Il y a du baclofène, il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre déjà? Il y a un autre truc qui me paraît très bien. J'ai vu ça l'autre jour. Il y a un composé qui me paraît très très intéressant, mais en dehors du baclofène, vous l'avez vu peut-être? Ah, le baclofène, oui, c'est le truc connu, mais il y en a un autre maintenant qui paraît très bien, qui a été développé par une start-up, et ça me paraît très très bien. Les questions peut-être même de vos couleurs, et puis Madame Fontaine-Domézel. Merci Monsieur le Président, merci professeur. J'avais deux questions, une à laquelle je pense vous avez répondu, mais je veux m'assurer qu'on est bien sur la même longueur d'onde, et une autre. Donc la première concernait en fait l'impact de l'accroissement du niveau de THC. Je souhaitais savoir si l'accroissement actuel de ce niveau de THC était de nature à modifier un petit peu votre tableau en termes de toxicité. Et la seconde concerne les analyses éventuelles que vous avez pu faire sur les additifs qui sont présents dans les substances dans le commerce. Merci. Merci pour votre question qui est fondamentale. C'est le rapport de la dose et de l'effet. Or, le THC, quand il est 24%, évidemment, il est beaucoup plus dangereux que quand il est 5%. Ça, c'est clair. Finalement, on va finir par arriver à tuer avec le THC si on monte à, je sais pas, 45%, je sais pas combien. Enfin, là, la question et la réponse est parfaitement claire. Il faut absolument réguler la quantité de THC dans toutes les préparations qui utilisent ce THC.
qui du reste peut être du THC synthétique, hein, puisque maintenant on utilise plus facilement le THC synthétique que le THC extrait des joints, quoi, des plantes. Donc la question là est complètement réglée. Ça, c'est sûr que c'est un des problèmes, si vous voulez, si on vend du THC de quelque façon que ce soit, il faut absolument que ce soit contrôlé par l'État. Ça, on va en parler à la fin je suppose, de la réunion. C'est sûr que le problème de la dépénalisation, voire de la légalisation du cannabis, c'est évidemment de faire en sorte qu'on puisse avoir un contrôle parfait des cigarettes, de tout ce qu'on veut, si possible pas des cigarettes, mais des substances qu'on puisse se procurer sous autre forme pharmaceutique. Mais le problème, c'est de savoir exactement quelle est la quantité de THC et au besoin la quantité de cannabidiol, puisque le cannabidiol, il est quand même beaucoup moins puissant comme psychogène, comme action psychotique que le THC. Deuxième partie de la question sur les additifs que l'on trouve dans le commerce illégal, et donc toutes les substances qu'on peut trouver associées. Est-ce que vous avez étudié ces impacts ? La remarque que je faisais tout à l'heure, c'est que les cannabis faits par des petits margoulins qui travaillent en douce ajoutent évidemment des produits dedans, donc le produit est impur, et là les risques sont très très élevés, et ça répond à votre interrogation. Il y a effectivement une nécessité à contrôler la pureté, mais c'est un problème pharmaceutique classique, hein. On ne peut pas développer une drogue sans... Moi j'en ai développé quelques-unes qui sont même en pharmacie, et je peux vous dire que là, pour arriver jusqu'à la phase 3, il faut vraiment être sûr que le produit est complètement pur, que si vous faites 2 essais de suite, le deuxième essai sera fait avec la même substance, le même lot. Enfin bon, je vous passe sous silence tous les problèmes que pose la mise sur le marché d'un médicament. Donc si on considère que le THC peut devenir un médicament, il faut qu'il soit contrôlé de manière extrêmement précise. Allez, voilà, c'est bon, ça remarche. Donc justement, Madame Fontaine-Nomézel est chargée pour la mission d'être rapporteur thématique sur la question du thérapeutique. Elle voulait vous poser une question, donc je vais lui laisser la parole. 10 questions avec Emmanuel. Une ou deux questions, et puis ensuite je laisserai la parole à Mme Janvier. Monsieur le professeur, merci pour nous raconter la pharmacologie autour de la dépendance. C'est un vrai plaisir. Effectivement, moi, je suis dans la partie plutôt thérapeutique, donc vous comprendrez que la pharmacologie m'intéresse aussi. Je vous ai préparé quelques petites questions. Par rapport à la pharmacologie, pensez-vous que l'addiction n'est que chimie ou pharmacologie ? Est-ce que vous pensez que cette dépendance a-t-elle d'autres facteurs que de la chimie ? Puisque vous nous avez beaucoup parlé de chimie, de transmission d'informations, mais est-ce que ce ne sont que ces éléments qui créent la dépendance ? Vous savez qu'il va y avoir une expérimentation menée par la NSM sur 3000 patients, où il sera utilisé des fleurs séchées, des huiles ou des solutions buvables. Pensez-vous que cette expérimentation puisse avoir un quelconque effet d'addiction sur ces patients ? Et vous avez dit que il faudrait réduire le THC, et qu'il détermine la dépendance. Or, il paraît en thérapeutique déterminant pour avoir les effets escomptés. Je voudrais savoir si vous pouvez nous en dire un mot entre les dosages CBD et THC.
Ensuite, pensez-vous qu'il y a, en fonction de l'absorption, une forme plus addictive que d'autres? Alors, il n'est pas prévu dans l'expérimentation de fumer, mais pensez-vous qu'il y a plus de dépendance en fumant qu'en prenant un médicament? Ensuite, on a aujourd'hui, et vous avez étudié les différentes dépendances, on a aujourd'hui la codéine, qui est bien connue pour être un antalgique qu'on utilise. Et pourtant, aujourd'hui, il existe quand même quelques interrogations sur la dépendance à la codéine. On parle beaucoup, on s'interroge, mais pourtant, on peut s'interroger, mais à aucun moment on se dit qu'on va enlever la codéine du marché. Et est-ce que, ma question serait, est-ce que pour le cannabis, faut-il vraiment se poser la question de la dépendance, cannabis thérapeutique, faut-il vraiment se poser la question de la dépendance, puisque de toute façon, chaque médicament a un effet secondaire, mais s'il y a une efficacité, on l'utilise et on est habitué en pharmacologie à utiliser des médicaments qui ont des fois de la dépendance. Batterie de questions. La dernière, c'est la codéine. La codéine, ça donne de la morphine dans le corps. Donc en fait, c'est tous les problèmes de la morphine. Donc c'est vrai que enlever la codéine, c'est sans doute pas une très très bonne idée. Parce que finalement, pour les gens qui sont dépendants, comme vous le savez, c'est un médicament pour eux. C'est-à-dire qu'ils diminuent leurs effets donc de dépendance psychologique par la codéine. Donc effectivement, ça c'est une position qui a été prise par les autorités de différents pays. Alors les autres questions, c'était un peu compliqué pour moi. Oui, je vous parlais juste de ce que pouvait être l'addiction. Est-ce que, je vous ai juste posé la question, savoir si vous pensez qu'il n'y a seulement qu'une histoire de chimie ou pharmacodépendance dans l'addiction, ou est-ce qu'il y a des facteurs individuels? Pas le temps de vous sortir, j'espère que si. L'addiction, ce n'est pas seulement un problème de chimie et de molécules, c'est un problème d'état émotionnel du patient. Vous savez, tomber dans l'addiction, ça demande tout un voyage dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que voyage, il est augmenté par l'état émotionnel du patient. Donc l'état émotionnel du patient, si vous voulez, moi j'ai fait un chapitre entier pour expliquer que la perte de l'estime de soi, c'est un facteur extrêmement important dans la toxicomanie. Et donc les situations conflictuelles dans l'enfance sont extraordinairement importantes, et ça c'est de la responsabilité des parents. Souvent, les parents se heurtent aux enfants, et en particulier aux toxicomanes, et ils ne se rendent pas compte qu'ils portent une lourde responsabilité souvent. Il faut leur dire qu'effectivement, s'il y a des aspects conflictuels avec leurs enfants, mais même entre eux, si le climat familial est conflictuel, ça va évidemment perturber leur équilibre mental. Et actuellement, il y a une vue de l'addiction, des phénomènes addictifs qui a changé complètement. Il y a un article de Jean-Pierre Changeux que j'ai, du reste, qui dit finalement le processus addictif, c'est un processus de disruption, de fracture d'un état antérieur heureux, qui devient malheureux à cause des effets de l'environnement et qui vont donc conduire à l'addiction. Et donc même les problèmes psychologiques, les problèmes de relation avec l'environnement physique, sont très importants pour
avoir une dérive vers l'addiction. Le manque de sens, c'est pareil. Souvent, les toxicomanes, les jeunes, se plaignent d'absence de sens. Et ça, ils le sentent comme quelque chose qui est contraire au bonheur qui se font de l'environnement. Sans environnement heureux, ils vont avoir effectivement la tendance à aller vers quelque chose qui leur donnera ce bonheur perdu, si je peux dire. Ça, c'est très très important. L'aspect émotionnel est considérable dans l'addiction. Vous aviez fini vos questions? Allez-y. Allez-y. Il nous reste 5 minutes. Je ne prends pas beaucoup de temps. Juste, je vous ai posé la question par rapport au THC. Vous dites de réduire le THC, mais il semble que le THC soit la molécule qui donne un effet thérapeutique. Donc, je voulais vous entendre juste par rapport au dosage de CBD et THC dans l'efficacité d'un traitement. C'est une question qui est encore à discuter parce que d'abord on ne connaît pas très bien les quantités de CBD et les quantités de THC dans les préparations qui contiennent les deux. Par conséquent, c'est difficile de donner une réponse tant qu'on ne connaît pas les conditions d'administration et les quantités. Le mieux, c'est évidemment de regarder les résultats qui sont obtenus avec du cannabidiol pur ou avec du THC pur. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là aussi, j'ai des papiers très très intéressants sur la schizophrénie, par exemple. Ça, c'est très très intéressant parce qu'on voit bien qu'effectivement, le THC sans cannabidiol, ça ne va pas être efficace. Mais le cannabidiol seul, peut-être que ça ne sera pas non plus suffisamment efficace. J'ai un très très beau papier là-dessus avec des mécanismes biochimiques qui m'ont convaincu. C'est-à-dire qu'il y a manifestement une interaction des deux molécules. Comme vous le savez, les deux molécules agissent sur des récepteurs CB1, mais leur affinité est complètement différente. Elle est très forte pour le THC, elle est beaucoup moins forte pour le cannabidiol. Et donc la relation entre les deux, et selon cet article-là, c'est les mécanismes d'action de ces deux molécules au niveau du système de récompense, vous savez, qui est stimulé par la voie dopaminergique, par la dopamine, qui est différente selon les quantités de l'un et de l'autre. C'est extraordinairement intéressant. Je crois que ça, c'est un papier fondateur, je vous l'enverrai. Merci. Vous en ferez profiter toute la mission, j'espère. Caroline Janvier pour conclure. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors donc moi je suis chargée de la partie sur l'usage récréatif du cannabis et donc je m'interrogeais sur l'aspect dépendance à la fois psychique et physique. Le tableau présent dans votre rapport est assez intéressant et je crois que c'est bien que vous l'ayez aussi rappelé finalement la très grande différence de niveau à la fois de dépendance et de toxicité entre l'alcool et le cannabis. Et c'est quelque chose qui va peut-être à l'encontre de ce qu'on entend souvent dans le débat public sur le sujet du cannabis. Donc je trouve que c'est intéressant de le rappeler. Et ça permet aussi de mettre en lumière que finalement le hiatus en matière de politique publique sur ces deux substances est finalement peut-être pas adapté. Mais j'étais quand même curieuse, j'étais surprise finalement de ce que vous notez sur la dépendance à la fois physique et psychique, c'est-à-dire d'une dépendance très faible pour les deux. Moi, j'ai vu rapidement des études qui parlaient, notamment donc Anthony en 1994 et Lopez Quintero en 2011, qui parlaient d'une dépendance pour un utilisateur sur 11 au cannabis, avec un taux finalement qui augmente pour les plus jeunes, ceux qui commencent dès 17 ans. Et là, ce taux s'élève à 17%. Et ce niveau de dépendance augmente très fortement chez les consommateurs
quotidien, où là on arrive à 25-50%. Voilà, est-ce que vous pourriez nous éclairer finalement sur la corrélation entre la dépendance et à la fois l'âge et la fréquence de consommation? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté? Bonne question. Je vais essayer de retrouver le papier. J'ai écrit complètement une réponse à cette question. Si vous voulez, le problème de l'addiction, c'est que c'est un long voyage avec différentes étapes. Et évidemment, chacune de ces étapes implique des problèmes émotionnels chez la personne qui va devenir addicte. Est-ce que j'en ai foutu ce truc? Attendez. Je vous rappelle qu'à la fin du rapport, j'avais mis, ça a été repris dans la préface de Bernard Kouchner, c'est toutes ces substances sont toxiques, toutes sont hédoniques et par conséquent susceptibles de conduire à l'addiction. Donc il y avait le cannabis dedans. Je n'éliminais pas le fait que le cannabis pouvait entraîner de l'addiction, mais peut-être avec une force du rapport. Vous voyez, j'ai dit, le rapport se termine par la phrase essentielle: aucune drogue n'est dépourvue de danger, toutes sont hédoniques en stimulant le circuit de la récompense et peuvent conduire à l'addiction. Vous ne pouvez pas être plus clair, hein. Mais ce truc-là, il n'a pas... Et une autre qui est, me semble-t-il, au moins aussi importante, c'est comme je l'ai souligné dans le rapport, on mesure la puissance de l'addiction à une drogue, à l'énergie qu'on doit mettre pour se la procurer et aux efforts pour s'en délivrer. Ça, c'est très très important. Professeur, c'est sur cette formule instructive et utile que nous allons conclure cette audition. Donc je souhaitais, au nom de la mission, vous remercier d'avoir répondu à notre invitation et vous remercier de vos éclairages. Si vous voulez nous faire parvenir d'autres éléments ou des articles qui peuvent être utiles à notre réflexion, vous êtes invités à nous les envoyer, et ce sera avec plaisir que nous les intégrerons dans nos réflexions et en annexe de nos auditions. Et nous allons... Pardon, oui, on va vous donner tout ça, ne vous en faites pas, professeur. Merci beaucoup, et nous reprenons nos auditions dans très peu de temps avec une table ronde.
Rebonjour à tous. Donc, nous sommes dans le cadre des auditions de la